Bonjour à tous, c'est David alias Judo Graal. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le focus sur un combattant dont le thème me tient à cœur. Il suffit de voir mon pseudo, vous l'aurez compris, c'est le roi Arthur. Oui, la quête du Graal, les chevaliers de la table ronde, Merlin, Excalibur, tout ça, tout ça. Donc c'est un combattant qu'on retrouve dans la toute première boîte Combat de légende de volume 1. C'est un combattant qui est considéré et qui est effectivement pas l'un des meilleurs combattants du jeu, hein. C'est un low tier comme on dit, donc c'est un des moins bons personnages. Surtout parce qu'il est assez compliqué à maîtriser et puis qu'il va manquer un petit peu de consistance. Mais on va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc le roi Arthur est un combattant de mêlée qui a 18 points de vie, qui a un mouvement de 2, qui est accompagné de Merlin, donc qui est un acolyte avec 7 points de vie et qui est un attaquant à distance. Donc la capacité du roi Arthur, c'est de pouvoir booster ses attaques. Il peut jouer donc il va jouer son attaque et il va jouer une carte face cachée à côté en disant je booste mon attaque avec cette carte là. On va révéler donc les deux cartes et la valeur d'attaque de la carte du roi Arthur va être augmentée de la valeur de boost de la carte avec laquelle il a boosté. Si l'effet de la carte du roi Arthur est annulé par un effet de carte adverse, le boost est également annulé. C'est tout le point faible de cette capacité, c'est que les feintes vont pouvoir annuler ce boost. Donc, première carte spécifique au roi Arthur, une 6 d'attaque, c'est Excalibur. 3 de boost, un seul exemplaire. Nous avons l'aide de Morgane, 4 d'attaque spécifique au roi Arthur, qui permet en après-combat de piocher 2 cartes. Un seul exemplaire également. Nous avons Noble Sacrifice, une 2 d'attaque, qui permet pendant le combat de booster cette attaque, qui peut bien évidemment être combinée avec la capacité du roi Arthur. Toujours spécifique au roi Arthur, une versatile, intervention divine de niveau 3. Déplacer le roi Arthur de 5 cases au maximum en après-combat, et celle-ci est en 2 exemplaires. Enfin, une spécifique au roi Arthur en défense, le Saint Graal. Le fameux Saint Graal, c'est une 1 de défense, mais en après-combat, si la santé du roi Arthur est de 4 ou moins, mais qu'il n'est pas vaincu, c'est-à-dire que ses points de vie ne sont pas tombés à 0, on ajuste sa santé à 8 points de vie. En stratagème spécifique au roi Arthur, la Dame du Lac, donc qui permet d'aller chercher la carte Excalibur dans votre deck ou dans votre défausse et de la rajouter à votre main. Si on a cherché la carte Excalibur dans son deck, on remélange son deck bien évidemment. En carte utilisable et par le roi Arthur et par Merlin, nous avons Coup rapide, une 3 d'attaque qui permet de déplacer son combattant de 4 cases au maximum. Nous avons le fameux regroupement, donc une versatile 1 qui permet en après-combat de piocher une carte, et si vous avez remporté le combat, vous piochez 2 cartes à la place. Nous avons la feinte qui permet d'annuler tous les effets de la carte de l'adversaire en 3 exemplaires. L'escarmouche en 3 exemplaires également, qui permet, si on a remporté le combat, de choisir l'un des combattants impliqués dans le combat et de le déplacer de 2 cases au maximum. Toutes ces cartes-là, ce sont des cartes très classiques qu'on retrouve dans beaucoup de decks. Également le tournant décisif, encore une carte très classique qui permet, pendant le combat, si le combattant a commencé ce tour sur une autre case, d'avoir une valeur de 5 à la place. En 3 exemplaires, voici. Spécifique à Merlin, nous avons Aider l'élu. Donc une 4 d'attaque, si on a remporté le combat, on pioche 2 cartes. Égarement, une 0 de défense, mais qui permet pendant le combat de prévenir tous les dégâts. Et après combat, on peut placer Merlin sur n'importe quelle case. Très bonne carte de défense. Commander aux tempêtes, un stratagème spécifique à Merlin, donc on déplace tous les combattants de 3 cases au maximum, c'est-à-dire tous vos combattants ainsi que tous les combattants adverses de 3 cases au maximum. Esprit agité, donc une carte qui paraît bien compliquée dans la lecture de sa capacité, mais qui est en fait très simple. En fait, vous allez pouvoir faire 2 dégâts à un combattant qui est dans la zone de Merlin, et vous allez pouvoir faire 2 dégâts à un combattant qui est adjacent à ce combattant.
Si vous avez réussi à vaincre au moins un des deux combattants, vous piochez une carte. Enfin, la prophétie, spécifique à Merlin aussi, on consulte les 4 premières cartes de son deck, on en met 2 dans sa main et on en remet 2 autres sur le dessus de son deck dans l'ordre de son choix. Donc voici le deck du roi Arthur. La première chose qu'on remarque, c'est le nombre de cartes différentes qui est juste énorme. C'est un des plus grands chiffres de tout Unmatch, c'est-à-dire qu'on va avoir 16 cartes différentes. Et donc pas très bon pour la consistance du deck. C'est-à-dire que dans votre pioche, d'une partie à l'autre, vous pourrez très bien vous retrouver avec une partie où les cartes arriveront dans le bon ordre et une autre partie où tout arrivera à l'envers. Et ça, c'est l'un des premiers points faibles du roi Arthur, c'est le manque de consistance de son deck. On va avoir énormément de cartes qui sont présentes en un seul exemplaire, comme Excalibur, l'aide de Morgane, la Dame du Lac, la prophétie, l'esprit agité. Et ce sont en plus souvent des cartes qui sont primordiales. Hein. La Dame du Lac et Excalibur, ce sont 2 cartes primordiales du deck du roi Arthur. Et on va espérer piocher Excalibur avant la Dame du Lac pour pouvoir retourner chercher Excalibur dans sa défausse. Il suffit que ça arrive dans le sens inverse pour mettre déjà en difficulté le roi Arthur. Donc ça, c'est déjà une première chose à savoir, c'est qu'il va falloir gérer l'inconsistance de son deck. C'est donc un problème de pioche et ça, forcément, c'est pas évident. Donc les points faibles et les points forts de Arthur, justement. Donc on vient de parler de l'inconsistance de son deck en termes de points faibles. Son deuxième point faible, c'est simple, c'est son manque de mouvement. Il a que 2 points de mouvement. Pour un combattant au corps à corps, c'est pas extraordinaire. Son deuxième point faible, ça va être sa capacité spéciale, donc qui est de pouvoir booster ses attaques, mais qui est une capacité qui est feintable, alors que normalement les capacités spéciales des personnages ne sont pas feintables. La sienne, c'est spécifiquement dit, c'est feintable, et ça forcément ça va être un gros point faible. Mais le roi Arthur a quand même quelques points forts. Son point fort, c'est bizarrement son acolyte, Merlin. Merlin est un des meilleurs acolytes du jeu. Déjà, il a 7 points de vie, ce qui n'est pas mal du tout. Deuxièmement, il a des cartes qui sont très puissantes, on va y revenir. Et troisièmement, c'est un personnage qui attaque à distance. Et ça, c'est un gros avantage pour le roi Arthur. Donc, c'est un acolyte qu'il va falloir protéger. Et donc la première erreur qu'on fait déjà avec le roi Arthur quand on est débutant, c'est de se dire qu'on va protéger le roi Arthur avec Merlin, parce que c'est ce qu'on fait souvent avec les acolytes. Eh bien non, dans ce couple-là, il va falloir protéger Merlin avec le roi Arthur. Le roi Arthur a quand même 18 points de vie, il a quelques bonnes défenses quand même. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place, c'est-à-dire protéger Merlin le plus longtemps possible, du moins jusqu'à ce qu'il ait utilisé au plein ses capacités. Une fois tout ça intégré, je pense que la première chose indispensable quand on joue le roi Arthur, c'est de savoir quelle stratégie on va mettre en place selon l'adversaire. Pour moi, je vois que 2 possibilités de jouer le roi Arthur, c'est-à-dire soit très agressif, soit au contraire très attentiste. Vous n'allez pas pouvoir faire de l'entre-deux, à mon avis. Suivant l'adversaire, s'il y a des feintes par exemple en face ou pas, sachant que les 3/4 des combattants adverses auront de quoi annuler votre capacité spéciale, mais ils n'ont pas tous cette capacité-là. Par exemple, l'homme invisible ou Yenenga n'ont pas de feinte par exemple, et ça va être super important. La deuxième chose qui est importante, c'est le nombre de passes, c'est-à-dire le nombre de cartes qui vous permettent de passer des actions. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de ne pas piocher. Si l'adversaire a peu de passes, vous pouvez vous permettre d'être attentiste, c'est-à-dire que vous allez gagner à la fatigue s'il ne vous attaque pas. Et donc ça va changer énormément votre stratégie. Parce que vous avez quand même quelques passes. Ça, c'est une passe. Ça peut être une passe, donc commander aux tempêtes qui vous permet de déplacer les combattants adverses. L'esprit agité qui permet de faire des dégâts, et si vous ne tuez pas le combattant, vous ne piochez pas de carte, donc c'est un pass également. Ça, ce sont des passes, donc vous en avez déjà 3 ici. Et vous avez la Dame du Lac qui vous permet d'aller rechercher Excalibur dans votre défausse, donc ça c'est un pass également. Donc là vous êtes à 4 passes, pardon.
Si l'adversaire en a moins ou pas, il va être obligé de vous attaquer pour ne pas perdre à la fatigue. Donc ça à prendre en compte également. Maintenant, il y a beaucoup de personnages ont des passes. Par exemple, dans Cobble and Fog, vous prenez Dracula ou même Jekyll qui ont énormément de passes. Là, vous n'aurez pas le choix, il faudra jouer agressif. Donc tout ça, c'est à voir avant le début de la partie. Enfin, le dernier point avant le début de la partie, c'est le choix de la map. Si c'est vous qui avez le choix de la map ou pas. Si vous avez le choix de la map, je vous conseille de prendre des maps qui ont des zones très réduites, au moins une ou deux petites zones, et puis qui ne sont pas trop interconnectées pour ne pas se retrouver embêté face à des combattants à distance. Par exemple, on va prendre Marmoréal qui est dans dans sa boîte. Par exemple, la zone violette est super bien pour le roi Arthur, parce que s'il se positionne là avec Merlin ici, vous remarquez que les adversaires sont obligés de venir adjacents à l'un ou l'autre pour vous attaquer, ce qui est plutôt une bonne chose. Et en plus, Merlin étant à distance, il peut permettre de bouger très facilement pour lui attaquer n'importe où sur la map quasiment. Voilà, donc vous voyez, c'est des zones comme ça qui sont importantes. Il faut essayer de vous trouver une map comme ceci. Si vous voulez jouer très agressif, bien sûr, il faudra prendre une petite map si vous avez le choix. Si vous voulez jouer attentiste, il n'y a pas besoin de prendre une grande map ou une petite map, de toute façon vous n'allez pas pouvoir courir, mais vraiment une map avec au moins une petite zone dans laquelle vous pouvez camper, c'est super important. Donc maintenant, sur l'utilisation des cartes, forcément comme votre deck manque de consistance, ça va vraiment dépendre de la sortie des cartes, comme pour tous, mais lui plus particulièrement. Suivant votre stratégie donc de mise en place, si vous voulez jouer très agressif ou attentiste, vous n'allez forcément pas utiliser les cartes de la même façon. La première chose, noble sacrifice. Vous aurez bien compris que noble sacrifice, ça vous permet de booster votre attaque. Donc chez une 2 d'attaque, c'est pas énorme, qui vous permet de booster cette attaque donc avec une autre carte. On va prendre n'importe quelle carte de Merlin qui a 2 de boost, par exemple celle-ci. Et vous allez pouvoir booster avec votre capacité spéciale avec une autre carte. Si vous faites ça et que vous faites feinter, donc la feinte va annuler tous vos boosts, et une feinte c'est une 2 d'attaque, elle va donc annuler votre attaque. Donc ça va devenir une 0. Voilà. Donc vous aurez compris que cette carte-là, il ne faudra jamais attaquer avec en boostant. Je vous conseille juste de ne jamais attaquer avec. Utilisez-la que en boost. C'est votre meilleur boost avec la carte Excalibur. Ce sont les deux seuls boosts à 3. Gardez cette carte-là, que vous avez en 3 exemplaires, pour l'utiliser dans votre capacité spéciale. Tout simplement. Donc l'idéal, c'est d'utiliser Excalibur avec Noble Sacrifice pour faire une attaque à 9. Si vous vous dites oui mais si je me fais feinter je perds un 3 de boost, et c'est pas bien grave parce que une Excalibur feintée ça fait toujours 4 dégâts, ce qui est quand même assez énorme. Sur les autres cartes, là ça va dépendre si vous jouez agressif ou pas. Par exemple, l'aide de Morgane vous permet de piocher 2 cartes. Si vous voulez jouer très agressif parce que vous n'avez pas le choix, piocher des cartes c'est vraiment primordial. Pour pouvoir utiliser votre capacité un maximum de fois pour pouvoir booster vos déplacements. Donc je vous conseille, l'aide de Morgane, de ne pas la booster avec votre capacité pour que ce soit, qu'il y ait moins de risques que ce soit feinté, ainsi vous piocherez vos 2 cartes. Inversement, si vous jouez très attentiste, je vous conseille de la booster. Car si c'est feinté, ça fera 2 dégâts et vous ne piocherez pas vos 2 cartes et ça vous permettra de jouer à la fatigue. De la même façon, nous avons Merlin qui peut attaquer et s'il remporte le combat, vous piochez 2 cartes. Cette carte-là, si vous jouez agressif, c'est important avec Merlin d'attaquer avec. Maintenant, si vous voulez jouer attentiste, je vous conseille d'utiliser cette carte en boost pour ne pas risquer de piocher vos 2 cartes. Vous voulez jouer en boost sur le roi Arthur. Autre carte importante, c'est l'intervention divine que vous avez en 2 exemplaires, donc qui est une versatile 3 et qui permet de déplacer le roi Arthur de 5 cases au maximum. Cette carte, elle est importante surtout en termes de capacité, c'est-à-dire que si en deuxième action l'adversaire vous attaque à distance par exemple,
ça va vous permettre de déplacer le roi Arthur pour vous retrouver au corps à corps de l'adversaire au début de votre tour ou votre prochain tour. Donc ça, c'est une carte qui en défense est quand même assez importante. Et comme vous n'avez pas non plus beaucoup de défense, voilà, je vous conseille de l'utiliser exclusivement en défense. Dans les cartes utilisables par les deux combattants, donc les cartes que vous avez au centre, on va avoir le coup rapide et le tournant décisif qui vont être deux cartes plutôt offensives. Un tournant décisif, peut-être que vous serez obligé de l'utiliser en défense, mais si c'est le cas, c'est que c'est pas utilisé à son plein effet. Vous allez avoir la feinte et l'escarmouche qui, eux, contrairement à ces deux-là, vont être utilisés exclusivement en défense. L'escarmouche est une des meilleures défenses. Et le regroupement que vous allez normalement utiliser plutôt offensivement ou pour son boost. Alors, le coup rapide. Le coup rapide, c'est une attaque qui est utilisable par les deux combattants, donc c'est une 3 d'attaque, qui permet de déplacer votre combattant de 4 cases au maximum. Eh bien, cette carte-là, je vous conseille presque de l'utiliser avec Merlin, parce que Merlin, il va se déplacer dans la zone de l'adversaire pour attaquer à distance. Si le combattant est un combattant à distance, attaquer avec cette carte-là avec Merlin permet de redéplacer Merlin derrière, de ne pas rester dans la zone de l'adversaire. Ainsi, l'adversaire ne pourra pas riposter sur Merlin à son tour. Maintenant, si le combattant n'est pas à distance, le combattant adverse est un combattant de mêlée, ou si vous avez cette carte-ci qui vous permet de protéger Merlin derrière, et donc ça ne vous empêche pas de rester dans sa zone, eh bien je vous conseille d'utiliser cette carte avec Arthur. Et vous déplacerez ainsi Arthur d'au moins une case pour ne pas rester au contact de l'adversaire ou pour ne pas rester dans sa zone. Le tournant décisif, bien sûr, je vous conseille de l'utiliser en attaque, parce que c'est une 3 qui redevient une 5. Et là, pour le coup, celle-ci, je vous conseille de ne pas la booster avec le roi Arthur, parce que si vous la boostez, vous risquez de vous la faire feinter, et un tournant décisif qui est feinté, ça reste une 3, et une feinte sur une 3, ça fait que vous ferez qu'un seul dégât à l'adversaire. Donc si vous ne la boostez pas, il y aura moins de chances qu'elle soit feintée, et elle deviendra une 5 plus facilement. Mais cette carte-là, moi je vous conseille fortement également de l'utiliser avec Merlin. Ça vous permet de bouger Merlin, d'attaquer avec lui à 5 de distance, 3 fois, ce qui est très puissant. Donc le tournant décisif, moi personnellement, je l'utilise beaucoup avec Merlin. Le regroupement c'est pareil, deux façons de l'utiliser pour moi. Soit vous l'utilisez en attaque avec le roi Arthur, que vous pouvez booster avec un autre regroupement, ça peut être assez intéressant. Par contre, vous allez piocher une carte, et c'est histoire de faire tomber la feinte de l'adversaire. Moi, j'aime bien l'utiliser avec Merlin également, ça permet de faire une attaque dans le vide. Souvent, l'adversaire va se dire qu'il va se prendre une 5 ou une 4 dans les dents, donc il va utiliser quand même une belle défense, et du coup, le regroupement va faire tomber une belle défense à distance, sans risque. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec Merlin. Bien sûr, l'autre possibilité, c'est d'utiliser tous vos regroupements dans des boosts du roi Arthur. C'est qu'un 1 de boost, mais si ça peut faire tomber des feintes, c'est excellent. Et puis surtout, ça vous permettra de ne pas piocher la carte du regroupement. Donc si vous êtes sur une stratégie attentiste, je vous conseille d'utiliser les regroupements dans les boosts de la capacité du roi Arthur. La feinte et l'escarmouche, là vous l'aurez compris, il faut les utiliser en défense la plupart du temps. De toute façon, vous n'aurez pas assez de défense si vous les utilisez pas en défense, donc vous n'aurez pas trop de choix. L'avantage de l'escarmouche, c'est que si l'adversaire n'est pas loin de vous, d'où l'importance de rester dans des petites zones, c'est que l'adversaire sera obligé, par exemple sur un combattant à distance, sera obligé de venir près de vous pour vous attaquer. Si vous gagnez le combat avec l'escarmouche, ça vous permet de bouger le roi Arthur de 2 cases, et donc peut-être de pouvoir venir au contact de l'adversaire pour pouvoir l'attaquer en première action sur votre tour suivant. Enfin, l'utilisation de Merlin, comme je vous l'ai dit, Merlin il va beaucoup utiliser le tournant décisif pour moi à distance, il peut utiliser également le coup rapide à distance et le regroupement à distance. Il en a un exemplaire aider l'élu qui, si vous avez remporté le combat, vous permet de piocher 2 cartes. Donc ça, encore, comme je vous l'ai dit sur votre stratégie de départ, si vous voulez jouer attentiste, utilisez-la en boost, à la rigueur, ce sera le meilleur. Sinon, si vous jouez agressif, il faudra l'utiliser à distance. En espérant pouvoir passer la capacité. Sa carte de défense également est juste extraordinaire, ça vous permet de prévenir tous les dégâts, donc vous êtes sûr de ne prendre aucun dégât, et surtout ça vous permet de déplacer le Merlin sur n'importe quelle case, ce qui vous permet par exemple de le mettre derrière le roi Arthur pour protéger Merlin.
c'est 3 cartes stratagèmes. Donc là, ce sont vraiment 3 cartes très importantes qu'il faut pouvoir utiliser au maximum. Surtout si vous voulez jouer attentiste. On va commencer par commander aux tempêtes. Donc c'est ça, un de ses meilleurs stratagèmes. Donc il est en 2 exemplaires qui permet de déplacer tout le monde de 3 cases. C'est une carte qui est juste énorme parce que déjà ça vous permet en fait de remplir un trou de 6 cases entre vos combattants et ceux de l'adversaire. Vous déplacez les adversaires de 3 cases, vous déplacez les vôtres de 3 cases, donc ça fait 6 cases d'écart. Donc si vous avez besoin de venir au contact pour placer un Excalibur boosté par un noble sacrifice, eh bien c'est à ça que ça va servir. Vous déplacez l'adversaire. Comme vous déplacez tout le monde, si l'adversaire se cache derrière des acolytes, du coup vous envoyez ces acolytes à l'autre bout du plateau et vous apportez son héros près du roi Arthur. Bref, ça fait mal. Ça peut vous permettre aussi en fin de partie, si vous voyez que vous êtes bien à la fatigue, eh bien ça peut vous permettre aussi de déplacer vos combattants très loin de l'adversaire. Voilà, mais pour moi c'est pas la principale utilisation de cette carte. Esprit agité. Alors esprit agité, ça permet de faire 2 dégâts au héros adverse ou de tuer des acolytes assez facilement. C'est en un seul exemplaire, mais c'est un petit bonus qui est quand même bien sympa. Si vous jouez attentiste, essayez de ne pas tuer un acolyte avec cette carte parce que vous allez être obligé de piocher une carte. Si vous jouez très agressif, essayez. L'idéal c'est de combiner commander aux tempêtes avec esprit agité. Vous déplacez le héros adverse dans la zone de Merlin, vous déplacez un acolyte à côté du héros adverse et vous enchaînez avec esprit agité qui vous permet de faire 2 dégâts au héros adverse et 2 dégâts à l'acolyte. Et comme vous avez tué l'acolyte qui est à côté du héros adverse, vous piochez en plus une carte. Donc ça, dans une optique agressive, c'est vraiment très intéressant. Enfin, prophétie. Alors, prophétie, bizarrement, moi, c'est une carte, je n'aime pas trop utiliser sa capacité. Je préfère la garder pour utiliser le boost sur la capacité du roi Arthur. Mais si vous jouez agressif ou si vous voulez un petit peu limiter l'inconsistance du deck de Arthur, c'est une carte qui est quand même pas mal. Parce que ça vous permet de regarder les 4 premières cartes de votre deck et d'en choisir 2 parmi ces cartes-là et d'en remettre 2 sur le dessus de votre deck. Donc ça vous fait piocher 2 cartes, donc c'est pas bon pour la fatigue, mais voilà, si vous avez besoin de défense, si vous avez besoin de piocher la Dame du Lac pour aller rechercher Excalibur, voilà, ça va limiter un petit peu l'inconsistance de votre deck. Maintenant, voilà, si vous jouez attentiste, gardez cette carte pour son boost. Donc Merlin, il est super important, mais vous voyez que toutes ces cartes ont des boosts à 2. Toutes ces cartes ont des boosts à 2, donc une fois que Merlin est mort, c'est super simple d'utiliser après toutes ces cartes dans la capacité, vous n'avez plus rien à perdre à lancer, à défausser toutes les cartes de Merlin dans la capacité d'Arthur. Et là, il faut y aller pour essayer de faire tomber les feintes et essayer de faire un max de dégâts. Enfin, la dernière carte que je gardais donc pour la fin, qui est une carte aussi cruciale, donc il n'y en a qu'une, le Saint Graal, forcément, il est unique. Donc le Saint Graal avec son 1 de défense qui, si la santé du roi Arthur est tombée à 4 ou moins, permet de remettre sa santé à 8, s'il n'est pas mort bien sûr. Donc toute la difficulté c'est de réussir à la placer. Ça peut vous permettre de récupérer 2, 3, 4 points de vie, voilà, peut-être plus aussi si vous arrivez à bien la passer. C'est pas facile. Déjà il ne faut pas l'avoir trop tôt dans votre main, sinon ça va vous pourrir votre main pendant toute la partie. Maintenant, si vous arrivez à la passer, ça peut faire la différence en fin de partie. C'est une carte qui est très forte contre les combattants qui n'ont pas de grosses attaques. C'est par exemple, on peut prendre le cas de Yenenga par exemple. Vous êtes sûr de vous prendre une attaque à 3 ou 4, en fait vous pouvez calculer au mieux quand utiliser cette carte. Si vous utilisez cette carte alors que vous avez 4 ou 5 points de vie, vous allez tomber à 1 ou 2 points de vie et remonter à 8 grâce à elle. Donc c'est une carte qui est vraiment, je pense, primordiale à essayer de passer. C'est pas évident parce que déjà il faut l'avoir en main, il faut pas l'avoir trop tôt et il faut pas se prendre une grosse attaque qui fait que le roi Arthur meurt avant d'utiliser le Saint Graal. Bref, encore une carte qui est pas facile, mais c'est tout l'intérêt du personnage.
Donc voilà pour le roi Arthur. En conclusion, ben, c'est un personnage qui n'est pas facile à jouer, qui va être souvent plus faible que les adversaires, mais qui n'est pas inintéressant et qui n'est pas totalement nul non plus, de mon point de vue. C'est juste que c'est un personnage qui va manquer de consistance. Donc ça veut dire que utilisé en tournoi par exemple, eh ben, vous allez, enfin, voilà, vous allez être un peu tributaire de l'aléatoire, de la sortie des cartes, et puis c'est un personnage qui est assez classique, donc il va pas pouvoir faire, à part avec les commander aux tempêtes, il va pas pouvoir faire des choses surprenantes pour l'adversaire. Alors, quels sont les match-ups qui vont être défavorables au roi Arthur? Alors, il y en a beaucoup, mais le pire pour lui, ce sont les combattants qui font défausser des cartes au hasard ou au choix de l'adversaire de votre main. Ça peut être le pire, parce que si vous faites défausser Excalibur ou la Dame du Lac, et bien en fait ça fait que vous n'allez pas pouvoir utiliser, enfin vous allez pouvoir utiliser Excalibur une fois de moins, voire deux fois de moins, et ça c'est le pire qui puisse lui arriver. Donc tout ce qui est Raptor, Dracula, Robin des Bois, ça va être une vraie plaie pour lui parce qu'il va pas pouvoir attendre avec ces cartes-là en main. Dès qu'il va les avoir en main, il va falloir qu'il les utilise le plus rapidement possible pour pas se les faire défausser, enfin ne pas prendre le risque de se les faire défausser. Et s'il pioche la Dame du Lac avant Excalibur, ben, il va devoir la garder en main pendant longtemps et c'est d'autant plus risqué pour lui de se les faire défausser. Donc ça c'est une vraie plaie pour lui. Le deuxième problème, bah, ce sont les personnages qui ont beaucoup de feintes. Alors, 3 feintes déjà, c'est pas bon. Mais des personnages comme Bigfoot qui a 5 feintes, ou de Luke Cage qui peut recycler ses feintes, enfin c'est trash talk. Voilà, tout ça, ce sont des personnages forcément qui vont pouvoir bloquer la capacité du roi Arthur, et donc qui vont gêner le roi Arthur. Et forcément, il va avoir plus de mal aussi contre les combattants à distance, parce qu'il va falloir qu'il se rapproche d'eux. Mais encore une fois, c'est pas totalement vrai, parce que souvent les combattants à distance vont être un petit peu plus faibles, et dans leurs attaques, et dans leurs points de vie. Or, Roi Arthur a quand même des cartes qui lui permettent de se déplacer après combat, il a le commandé aux tempêtes, et il a Merlin qui attaque aussi à distance. Donc ça peut se gérer. Et bien sûr, en fonction de la map sur laquelle vous jouez, ça peut se gérer. Quels sont les match-ups qui vont lui être plutôt favorables? Eh bien ceux qui n'ont pas de grosses défenses. Voilà, ceux qui vont avoir plein de petites défenses. Il y a plein de personnages qui n'ont que des 3, maximum 4, mais qui ont des 3 de défense. Et bien ça, il va aimer le roi Arthur. Parce que s'il arrive à placer Excalibur boosté, qui fait une attaque à 9, 2 fois dans la partie, si c'est défendu à 3, ça fait 2 fois 6, ça fait 12 dégâts. Plus les 2 dégâts de esprit agité, bon bah voilà, on est à 15 dégâts, ça a tué la plupart des combattants. Donc il y a quand même des choses à faire avec lui. Il va aimer aussi, bien sûr, forcément, les personnages qui n'ont pas de quoi annuler les capacités de l'adversaire, parce que ça veut dire que tous ces boosts de combat vont passer. Et il va pouvoir jouer très agressif dans ces cas-là. Et enfin, il va aimer aussi les personnages qui n'ont pas beaucoup de passes, parce que du coup, ça va lui permettre d'attendre. Et quand le roi Arthur attend, ça veut dire que derrière, l'adversaire va être obligé de venir l'attaquer, et derrière, il va se prendre des coups. Roi Arthur va frapper, bouger, au lieu de bouger, frapper. Et ça change tout en termes de timing. Donc, par exemple, un match-up qui est très intéressant pour le roi Arthur, je dis pas que c'est gagné d'avance pour lui, mais c'est super intéressant parce que il va avoir des arguments, c'est face à Yenenga, par exemple. Yenenga est un des meilleurs personnages du jeu. Arthur est donc considéré comme l'un des moins bons, et pourtant, Arthur va avoir son mot à dire face à Yenenga. Alors avant que voilà, je vois déjà les réactions, quoi, qu'est-ce que tu nous dis, Ludo Rural, n'importe quoi, ta vision est biaisée par le thème de ce personnage. Oui, peut-être, mais non, pas complètement non plus. Parce que Yenenga, elle a que des attaques à 3 ou 4, et que des défenses à 3 ou 4. C'est-à-dire, et elle ne peut pas feinter les capacités du roi Arthur. Donc le roi Arthur va attaquer à 4 boosté à 2, ou à 6 boosté à 2, voire à 3. Ça veut dire que ça fait beaucoup d'attaques à 7, ou voilà, jusqu'à 9. Donc il va faire de grosses attaques, 6, 7, voilà, qui vont faire 3, 4, 5 dégâts à chaque fois.
et ben Yenenga, ça va lui baisser ses points de vie. Alors oui, Yenenga a beaucoup de points de vie avec ses acolytes et sa capacité spéciale. Mais tout l'intérêt du commander aux tempêtes, si vous l'utilisez 2 fois, vous mettez les acolytes en extérieur de zone de Yenenga, vous enchaînez avec un Excalibur boosté à 3, ça fait une attaque à 9, même si Yenenga défend à 4, sa meilleure défense, et ben elle va quand même se prendre 5 dans les dents. Ça, vous pouvez le faire 2 fois, et c'est pris 10 dans les dents. Ça fait qu'il lui reste déjà plus beaucoup de points de vie. Si vous enchaînez avec des attaques à 4 boostées à 2, ça fait des attaques à 6, elle va se prendre 3 par-ci, 3 par-là. De plus, Esprit Agité fait 2 dégâts à 2 combattants adjacents. Peut-être que ça peut être lancé sur Yenenga et un acolyte, ou sur 2 acolytes adjacents avec le commandé aux tempêtes, qui permet de les placer comme il faut, et ça va tuer les 2 acolytes de Yenenga, parce que ça fait 2 dégâts. Donc voilà, il y a quand même des choses à faire. Je ne dis pas que c'est gagné d'avance, mais pour moi, c'est pas un mauvais match-up pour le roi Arthur. D'autant plus que Yenenga n'a aucun pass. Elle n'a aucun pass. C'est-à-dire que si vraiment le roi Arthur le souhaite, s'il arrive à protéger Merlin, il peut jouer la fatigue. Ça oblige Yenenga à attaquer le roi Arthur, et du coup, ça, c'est un avantage pour lui. Enfin, le Saint Graal contre Yenenga est très facile à placer, sachant que Yenenga a des attaques doubles qui font du 3-3, donc le Saint Graal, vous pouvez très bien le placer sur la deuxième attaque à 3, en sachant exactement combien vous allez défendre et vous prendre, et donc vous pouvez réussir à le passer là-dessus. Bref, essayez, vous verrez que c'est pas si déséquilibré que ça, et c'est tout l'intérêt de ce personnage, c'est que en fait, plus il y a de nouveaux personnages qui sortent, plus on se rend compte qu'il a des match-ups qui sont intéressants. Bref, vous l'aurez compris, le roi Arthur, pour moi, c'est un personnage qui n'est pas facile à jouer, qui est un outsider. J'ai toujours aimé les outsiders, j'ai toujours aimé essayer de créer la surprise dans un match-up. Et pour moi, le roi Arthur, c'est le personnage qui peut permettre de faire ça. Alors oui, vous serez tributaire de l'aléatoire. Oui, vous n'avez rien de tricky, voilà, vous n'avez rien qui va vous permettre de vraiment surprendre totalement l'adversaire, si ce n'est le commander aux tempêtes. Mais c'est un personnage qui est assez résistant et qui peut bien embêter. Et qu'est-ce que c'est bon de gagner avec lui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des éléments supplémentaires à m'apporter et des réactions, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.